Dans un rebondissement qui pourrait rivaliser avec n'importe quel scénario hollywoodien, Duane Keffe D. Davis, le célèbre suspect dans l'affaire Tupac, serait en train de vivre un véritable film d'action derrière les barreaux. Depuis son arrestation, il aurait reçu des gestes peu amicaux de la part de ses co-détenus. Je parle d'un mélange de coups de pied, de coups de poing et de coups de poing. Alors que son procès doit débuter en juin 2024, nous allons découvrir les détails choquants des rencontres que Keffe D aurait eues en prison. La situation n'est pas brillante. Beaucoup espéraient que cette arrestation permettrait enfin de clore l'affaire et de rendre justice à Tupac et à ses fans en deuil. Cependant, comme nous le découvrirons bientôt, l'histoire est loin d'être terminée. Le parcours de Keffe D dans le système judiciaire n'a pas été de tout repos. Plusieurs retards dans la procédure de mise en accusation ont prolongé l'affaire, laissant l'accusation et la défense dans l'embarras pour construire leurs arguments. Selon Reggie Wright Jr., une source fiable, Keffe D a déjà subi de multiples agressions depuis son arrestation. Mais qu'est-ce qui a pu conduire à ces attaques? Wright évoque un enregistrement audio dans lequel Keffe D aurait fait des commentaires désobligeants sur d'autres détenus, mettant en doute leur dureté. Dans un lieu où la réputation et le respect sont primordiaux, de telles remarques peuvent avoir de graves conséquences. Il semble que les paroles de Keffe D soient revenues le hanter, car les détenus qu'il a insultés cherchent à prouver leur force et à défendre leur honneur. Ces incidents, même s'ils ne sont pas qualifiés de majeurs, ont laissé Keffe D physiquement meurtri et émotionnellement marqué. La question qui se pose est de savoir ce que ces attaques signifient pour son procès et la poursuite de la justice. Tout d'abord, ces agressions présumées mettent en lumière les dangers auxquels Keffe D est confronté au sein du système pénitentiaire. En tant que suspect de meurtre très médiatisé, il devient la cible d'autres détenus qui cherchent à se faire un nom ou à se venger des crimes dont il est accusé. Le milieu carcéral est connu pour sa violence et sa dynamique de pouvoir, et les rencontres présumées de Keffe D rappellent les dures réalités qui l'attendent derrière les barreaux. Les agressions présumées soulèvent également des questions sur l'adéquation des mesures de sécurité au sein du système pénitentiaire. Comment est-il possible qu'un suspect aussi connu que Keffe D puisse être soumis à une telle violence? Les autorités en font-elles assez pour assurer la sécurité des détenus? Ces incidents soulignent la nécessité d'un examen approfondi du système pénitentiaire et de sa capacité à protéger les personnes en détention. En outre, les attaques contre Keffe D peuvent avoir des implications plus larges pour le procès lui-même. Les avocats de la défense pourraient faire valoir que les violences qu'il a subies en prison ont compromis sa capacité à bénéficier d'un procès équitable. Ils pourraient faire valoir que les attaques ont créé une atmosphère de peur et d'intimidation, ce qui a empêché Keffe D de présenter son dossier de manière efficace. Cela pourrait conduire à des appels ou à des demandes de changement de lieu de procès afin de garantir un procès équitable et impartial. D'autre part, l'accusation peut soutenir que ces attaques sont la conséquence des actions et des déclarations de Keffe D. Elle peut utiliser ces incidents pour dépeindre Keffe D comme un individu irrespectueux et provocateur. Elle peut utiliser ces incidents pour dépeindre Keffe D comme un individu irrespectueux et provocateur, renforçant ainsi son accusation. L'accusation pourrait soutenir que les attaques sont le reflet de la colère et du ressentiment ressenti par d'autres détenus en raison des commentaires désobligeants que Keffe D aurait formulés. Ce type d'agression n'est pas rare, en particulier pour les personnes associées à des gangs. Comme nous le savons, Keffe D est une figure importante des Southside Crips. Examinons d'autres personnalités qui ont eu des problèmes en prison, en commençant par King Von. Il s'agit d'un célèbre rappeur de Chicago qui a été assassiné en 2020, mais dont on parle encore beaucoup. Récemment, une nouvelle vidéo a été publiée, le montrant en prison. Dans cette vidéo datant de 2016, King Von se bat avec un autre prisonnier. Les gardiens mettent fin à la bagarre en utilisant du gaz lacrymogène. Par la suite, King Von parle à un sergent de ce qui s'est passé. Il était confus et inquiet parce qu'il avait été aspergé de gaz incapacitant mais n'avait pas reçu d'aide médicale. Il a raconté à un sergent qu'il avait été aspergé de gaz lacrymogène dans un couloir et dans un salon de coiffure et que cela l'avait fait tomber. Il a parlé à un conseiller mais n'a pas obtenu de soins médicaux. Cela fait partie des récentes vidéos montrant le défunt rappeur en prison. Le 18 juillet 2023, une vidéo de 2017 a été divulguée, le montrant en train de discuter de ses préférences sexuelles avec la police, en essayant d'entrer dans une zone plus sûre de la prison. Von a demandé à bénéficier d'une mesure de protection parce qu'il est homosexuel. Il pense que certains chrétiens de la prison n'aiment pas les homosexuels et qu'ils ont essayé de le forcer à avoir des relations sexuelles. Ses amis, qui sont également musiciens, le soutiennent et disent qu'il voulait déménager à cause des règles de la prison. THF Zo, qui connaît Von et Lil Durk,
a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle un officier explique que Vaughn voulait simplement changer de quartier. Zo était contrarié parce que ces parties de la vidéo n'étaient pas partagées sur les blogs. Il pensait que les blogs essayaient de nuire à la réputation de Vaughn. Zo a également déclaré qu'il était difficile de se déplacer dans certaines parties de la prison, à moins d'être malade ou d'avoir besoin de sécurité. Par ailleurs, le 19 juillet 2023, une nouvelle vidéo est apparue en ligne. Elle montre King Von en train de se battre avec un rival de Chicago alors qu'il était en prison. Cette vidéo, apparue pour la première fois sur Instagram, montre le défunt rappeur Von se libérer de ses menottes et se battre avec un autre prisonnier, 051 Freaky, dans une cellule de prison. Von, avec l'aide d'un autre détenu, se libère et commence à frapper Freaky. La bagarre est bientôt interrompue par des shérifs adjoints qui menottent à nouveau Von. La bagarre a probablement eu lieu parce que Freaky a un tatouage qui manque de respect à Al Capone. Un autre rappeur décédé qui faisait partie du même gang que Von Keffe D pourrait avoir plus de problèmes en prison, car il a certainement beaucoup d'ennemis. Tupac est sans conteste le plus grand nom de l'histoire du rap et les gens continueront à s'en prendre à Keffe D. Comme Von, qui avait des problèmes juridiques avant sa mort, Keffe D est également confronté à des problèmes juridiques. Von avait souvent des ennuis, se faisant arrêter pour divers crimes, notamment pour une fusillade et un vol à Atlanta en 2019. Son ami Lil Durk a été arrêté pour le même incident, mais les deux ont finalement été blanchis. Cependant, les vidéos de prison impliquant King Von pourraient se rapporter à un événement survenu en 2014. Von était accusé d'avoir tué par balle Malcolm Stokey, un membre d'un gang rival, et d'avoir blessé 2 autres personnes lors d'une fête. Il s'est enfui après la fusillade. Bien qu'inculpé de meurtre et de tentative de meurtre, il a été libéré en 2017, les témoins n'ayant pas témoigné contre lui. King Von a été tué par balle en 2020 lors d'une bagarre à l'extérieur d'un salon de narguilé à Atlanta. L'ultime est accusé du meurtre. Casanova, un autre rappeur connu, a également été attaqué en prison. Cet incident est plus grave que ceux de King Von. Casanova, incarcéré pour des délits liés au gang et à la drogue, a été agressé par un autre prisonnier, Ulysses Lugo, après que Casanova eut dénoncé son implication dans le gang des Bloods. Alors qu'il attendait sa condamnation pour plusieurs chefs d'accusation graves, Casanova s'est violemment battu avec Lugo, qui pourrait être membre d'un gang. Au cours de cette bagarre, Casanova a été coupé au visage. Plus tard, Casanova et d'autres prisonniers ont réagi en coupant le visage de Lugo à plusieurs reprises. Un officier a déclaré que Lugo et Casanova étaient couverts de sang. Plus tôt, Casanova avait demandé au juge de réduire sa peine parce qu'il voulait quitter son gang. Il a envoyé une lettre avec le soutien de sa famille. Mais en 2023, il a été condamné à une peine de prison de 15 ans et 8 mois. Keffe D devrait éviter les bagarres en prison, mais il pourrait avoir des amis pour l'aider, comme l'a fait Casanova. De plus, avant que vous ne pensiez que la situation ne peut pas être pire, rappelez-vous que Money Sign Suede a été tué en prison. Suede, un rappeur de 22 ans, est mort dans une prison californienne. Il purgeait une peine pour possession d'armes à feu lorsqu'il a été attaqué et tué. Une enquête sur son agression au couteau est en cours. Suede était connu pour sa gentillesse et son calme, ce qui le rendait populaire. Né de parents immigrés mexicains à Los Angeles, Suede a commencé à partager ses chansons de rap en ligne à l'âge de 16 ans. Il est devenu célèbre après avoir signé avec Atlantic Records et sorti son tube Back to the Bag en 2020. Il a eu du succès en 2022 avec un EP et son premier album, Parkside Baby. Suede a toujours eu des problèmes avec les armes à feu. Il a été puni 2 fois pour possession d'armes à feu dans le comté de Riverside, en Californie. Sa punition a été plus sévère parce qu'il a enfreint les règles d'une peine précédente. Il a passé 10 mois en prison entre 2020 et 2021. Au moment de sa mort, il avait également été condamné pour un autre délit lié aux armes à feu dans le comté de Los Angeles et devait également purger une peine pour ce délit. Compte tenu de la nature de ces crimes présumés, Keffe D s'en est bien sorti en prison jusqu'à présent. Mais l'expérience de Suede montre que Keffe D doit être très prudent, car la situation peut encore empirer. Examinons la chronologie complète qui a conduit à son arrestation. Raid et arrestation. Au petit matin du 30 novembre 1994, le monde de la musique rap a été bouleversé à jamais. Tupac Shakur a été abattu de 5 balles lors d'un cambriolage au Quad Studios de New York. Cet incident a ouvert la voie aux événements tragiques qui allèrent se dérouler dans les années à venir. Tupac se trouvait dans l'ascenseur des Quad Studios à Times Square lorsque l'attaque s'est produite. Dans une interview accordée au magazine Vibe en avril 1995, il a raconté cette expérience éprouvante. « Je me suis effondré sur le sol. Tout dans mon esprit me disait « Pac, fais comme si tu étais mort. Cela n'avait pas d'importance. Ils ont commencé à me donner des coups de pied, à me frapper. Je n'ai jamais dit « Ne tirez pas ». Je n'ai pas fait de bruit. »
La fusillade laisse Tupac blessé et alimente les spéculations sur l'identité des auteurs de l'attaque. Il a laissé entendre que le producteur de Bad Boy Records, Puff Daddy, et le rappeur Biggie Smalls étaient présents dans le studio et qu'ils étaient peut-être au courant de la mise en scène. Tupac a déclaré « Puffy était là, Biggie. Il y avait environ 40 négros. Ils portaient tous des bijoux. Plus de bijoux que moi. Je venais d'appuyer sur la sonnette et j'ai dit que je montais à l'étage. » Cet incident a marqué un tournant dans la vie et la carrière de Tupac. Il a alimenté sa paranoïa croissante et intensifié la rivalité entre les rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest, ce qui a conduit à sa mort prématurée. Le 7 septembre 1996, Tupac se retrouve au cœur d'une nouvelle altercation qui aura de lourdes conséquences. Avec le PDG de Death Row Records, Suge Knight, sa fiancée Kidada Jones et leur entourage, il est arrivé à Las Vegas pour assister à un combat très attendu entre Mike Tyson et Bruce Seldon pour le titre de champion du monde des poids lourds. L'atmosphère est électrique lorsque Tupac et Suge Knight s'installent au premier rang de la MGM Grand Garden Arena, attendant avec impatience le combat. Cependant, l'excitation s'est rapidement transformée en chaos lorsque le match s'est terminé par un knockout au premier tour de Tyson, qui a duré moins de 2 minutes. Alors que la foule commence à se disperser, la tension monte entre l'entourage de Tupac et les membres du Southside Compton Crips, un gang rival. La rixe a éclaté dans la zone de l'hôtel et du casino, et des images de surveillance ont filmé l'affrontement violent. Parmi les personnes impliquées, le neveu de Keffi D, Orlando Baby Lane Anderson. La bagarre était le résultat d'une querelle entre le gang de Suge Knight, Mob Piru et les Crips de Compton. Shakur et ses associés ont été vus en train de donner des coups de pied et de poing à Anderson près d'une banque d'ascenseurs. Après la bagarre, Shakur, Knight et leur entourage quittent les lieux, mais les événements de cette nuit-là sont loin d'être terminés. Au cours de la soirée, Tupac et Suge Knight se sont rendus au club 662, une boîte de nuit appartenant à Knight. C'est là que le décor a été planté pour les événements tragiques qui allaient se dérouler plus tard dans la nuit. Pendant ce temps, Keffi D, cherchant à se venger de l'altercation précédente, a récupéré une arme chez lui. Keffi D, qui sera plus tard identifié comme l'un des 2 témoins oculaires vivants du meurtre de Tupac, est déterminé à régler ses comptes. Vers 23h, Tupac et Knight roulèrent près du strip de Las Vegas lorsqu'ils ont été arrêtés par la police pour avoir mis de la musique à fond et n'avoir pas affiché correctement la plaque d'immatriculation du véhicule. Bien qu'ils aient été relâchés sans avoir reçu de contravention après que Knight eut réparé les plaques de la voiture, cette rencontre s'est avérée être un moment décisif dans les événements de la nuit. Quelques minutes plus tard, alors que la BMW noire transportant Tupac et Knight s'arrête à un feu rouge sur Flamingo Road et Koval Lane, une Cadillac blanche se glisse tranquillement à côté d'eux. En quelques secondes, un bras est sorti de la vitre arrière de la Cadillac et une pluie de balles s'est abattue sur Tupac et Knight. Le tireur a tiré plus d'une douzaine de balles dans la voiture, visant Tupac avec une précision mortelle. 4 balles ont été tirées, dont 2 ont atteint la poitrine de Tupac. Knight, par miracle, n'est que légèrement blessé par un fragment de balle. La Cadillac s'est enfuie dans la nuit, laissant Tupac gravement blessé. La police et les secours sont arrivés sur les lieux vers 23h20 et ont transporté d'urgence Tupac à l'hôpital University Medical Center of Southern Nevada. Bien qu'il ait subi de nombreuses interventions chirurgicales et lutté pour sa vie dans l'unité de soins intensifs, les blessures de Tupac lui ont été fatales. Le 13 septembre 1996, il succombe à un arrêt cardiaque, laissant derrière lui un héritage qui continuera à résonner pendant des années. Alors que les fans pleurent la perte du talentueux rappeur, des questions subsistent quant aux responsables de sa disparition prématurée. L'enquête sur le meurtre de Tupac semble être dans une impasse, laissant de nombreuses personnes frustrées et désespérées en quête de réponses. Dans les mois qui ont suivi la mort de Tupac, les rumeurs et les spéculations sont allées bon train. Des théories ont vu le jour, pointant du doigt des gangs rivaux, des querelles entre rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest, et impliquant même des personnalités de premier plan de l'industrie musicale. Le nom de Biggie, qui a lui-même été tragiquement tué à Los Angeles le 9 mars 1997, a souvent fait surface en relation avec le meurtre de Tupac. Les décès de Tupac et de Notorious B.I.G. ont été considérés comme liés, beaucoup soupçonnant un motif de représailles. Cependant, malgré les nombreuses spéculations, les affaires n'ont pas été élucidées. Ce n'est qu'en 2002 qu'une lueur d'espoir est apparue. La police métropolitaine de Las Vegas a décidé de rouvrir le dossier du meurtre de Tupac, invoquant de nouvelles pistes et les progrès de la technologie médico-légale. Les détectives étaient déterminés à apporter une réponse à la famille, aux amis et aux fans de Tupac, qui attendaient des réponses depuis plus de 5 ans. La réouverture du dossier a donné un nouveau souffle à l'enquête.
Les détectives ont passé au peigne fin les anciennes preuves, réexaminé les déclarations des témoins et cherché de nouvelles pistes. Ils étaient déterminés à découvrir la vérité et à tenir les responsables de la mort de l'une des figures les plus emblématiques de la musique. L'émergence de nouveaux témoins a été l'un des facteurs clés de la réouverture de l'affaire. Des personnes qui avaient auparavant hésité à se manifester ont commencé à raconter leur histoire. Au fur et à mesure que les inspecteurs approfondissaient l'affaire, ils étaient confrontés à de nombreux défis. Le passage du temps a fait que certains témoins ont oublié des détails ou hésité à coopérer. D'autres sont décédés tragiquement, emportant dans leur tombe des informations précieuses. Au fil des années et des décennies, la recherche de réponses s'est poursuivie. Les développements de l'enquête ont abouti à une avancée significative le 17 juillet 2023, lorsque la police de Las Vegas a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de Davis à Henderson, dans le Nevada. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont saisi des éléments de preuve essentiels, notamment un ordinateur, des disques durs et des articles de magazines sur Tupac et sa mort. Parmi les objets retrouvés, une cartouche de calibre 40 correspondant aux douilles trouvées sur les lieux de la fusillade, les preuves recueillies lors du raid, combinées aux déclarations faites par Davis dans ses mémoires, Compton Street Legend, ont servi de base à l'acte d'accusation. Un grand jury du comté de Clark a inculpé Davis d'un chef d'accusation de meurtre ouvert avec utilisation d'une arme mortelle et renforcement de l'appartenance à un gang. Il est devenu le seul suspect vivant dans l'enquête sur l'homicide. Ce développement important a apporté de l'espoir à la famille, aux amis et aux fans de Tupac. Les représentants des forces de l'ordre ont décrit M. Davis comme étant le commandant sur le terrain et le tireur qui aurait ordonné la mort de Tupac Shakur. L'acte d'accusation a marqué une étape importante dans la poursuite de la justice, les autorités estimant qu'elle se rapprochait de la possibilité de tenir les responsables pour responsables de la perte tragique de Tupac. Si l'arrestation de M. Davis constitue une étape importante, l'enquête sur le meurtre de Tupac est loin d'être terminée. Les forces de l'ordre restent déterminées à découvrir toute la vérité et à faire en sorte que tous les responsables de ce crime répondent de leurs actes. Toutefois, il convient de noter que la personne qui a rendu l'arrestation possible est Keffe D lui-même. Il s'est mis lui-même dans le pétrin. Le fait est que Keffe D a passé la majeure partie de la dernière décennie et demie à se dénoncer lui-même. En 2008, Keffe D a passé un accord avec la police de Los Angeles. Il leur a offert des informations sur un réseau de PCP en échange de l'immunité. C'est au cours de cette négociation que Keffe D a fait une révélation fracassante. C'est son neveu, Orlando Baby Lane Anderson, qui a appuyé sur la gâchette lors de cette nuit fatidique. Selon les aveux de Keffe D, le 7 septembre 1996, lui, Baby Lane et deux autres Crips du Southside circulaient dans les rues de Las Vegas à bord d'une Cadillac. Ils aperçoivent le patron de Death Row Records, Suge Knight, et Tupac dans une BMW. Alors que les deux voitures s'arrêtent l'une à côté de l'autre à un feu rouge, la tension est à son comble. Keffe D, assis sur le siège passager, aperçoit son ami Suge Knight. Dans un récit qui fait froid dans le dos, Keffe D révèle que quelqu'un, assis à l'arrière de la Cadillac, a ouvert le feu sur Tupac et Suge Knight. Keffe D a affirmé que si la BMW avait été de son côté, c'est lui qui aurait appuyé sur la gâchette. L'arme utilisée lors de la fusillade était un Glock .40 caché dans un compartiment secret de l'accoudoir. C'est un détail que Keffe D n'avait jamais partagé avec personne auparavant, ce qui ajoute un étrange sentiment d'authenticité à ses aveux. Mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. Keffe D a impliqué Sean Diddy Combs, une figure importante de l'industrie musicale, dans le complot du meurtre. Selon Keffe D, Diddy aurait ordonné le meurtre, exprimant son désir de se débarrasser de Tupac et de Suge Knight. Le motif, selon Keffe D, découlait d'une querelle de longue date entre Diddy et Knight, qui s'était envenimée après la fameuse dissidence de Knight à l'égard de l'exécutif de Bad Boy, lors des Source Awards de 1995. Keffe D prétend que Diddy voulait d'abord la mort de Knight, mais qu'après que Tupac a sorti le D-Show Hit 'Em Up, qui visait à la fois Diddy et Biggie, la colère de Diddy s'est déplacée vers Tupac également. Keffe D prétend que les termes du contrat ont été réglés au Greenblatt's Deli, où il a demandé à Diddy la somme astronomique d'$1 million pour éliminer à la fois Tupac et Knight. Les mots glaçants de Keffe D à Diddy étaient « On va leur botter le cul rapidement, mec, c'est rien. Mais qu'en est-il du prétendu paiement pour le tube ?» Keffe D a lâché une autre bombe, affirmant que les Southside Crips n'ont jamais reçu l'argent promis par Diddy. Cette révélation choquante a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à l'écheveau déjà complexe des événements entourant l'assassinat de Tupac. Il est important de noter que Diddy a nié avec véhémence le récit de Keffe D, le qualifiant de pure fiction et de complètement ridicule. La vérité ne sera peut-être jamais entièrement connue, mais les aveux de Keffe D à la police donnent un aperçu effrayant des dessous sombres de l'industrie musicale et de l'implication présumée de personnalités puissantes dans le meurtre de Tupac.
En 2018, la série Death Row Chronicles de BET a jeté un nouvel éclairage sur les événements entourant le meurtre de Tupac et a fourni à Keffe D une plateforme pour discuter publiquement de son implication présumée. L'apparition de Keffe D dans la série a marqué un moment important dans l'enquête sur la mort de Tupac, puisqu'il a admis être dans la Cadillac qui a abattu le rappeur emblématique. Dans une interview, Keffe D a révélé des détails sur la nuit de la fusillade qui n'avaient jamais été divulgués auparavant. Il a affirmé qu'il était assis sur le siège passager de la Cadillac avec Terrence Bubble Up Brown au volant et Orlando Baby Lane Anderson et DeAndre Freaky Smith à l'arrière. Leur plan initial était d'attendre que Tupac se produise au club 662, qui appartenait à Suge Knight, mais ils sont partis avant qu'il n'arrive. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, le destin est intervenu. Des filles dans la rue ont crié le nom de Tupac, qui a passé la tête par la fenêtre d'une voiture. Keffe D raconte comment cette décision d'une fraction de seconde a tout changé. « S'il n'était pas sorti par la fenêtre, nous ne l'aurions jamais vu », a déclaré Keffe D. La Cadillac a fait demi-tour et ils se sont retrouvés à un feu rouge à côté de la voiture de Tupac. Keffe D se souvient parfaitement de ce moment. Quand on s'est arrêté, j'étais sur le siège avant. J'ai vu mon ami Suge. C'était une rencontre surréaliste avec Keffe D et son équipe à quelques mètres de leur cible. Mais qui a appuyé sur la gâchette? Keffe D n'a rien dit, invoquant le code de la rue. Il a simplement déclaré « Ça vient de la banquette arrière, mon frère ». Les révélations de Death Row Chronicles ont choqué le public. La volonté de Keffe D de parler ouvertement de son implication présumée dans la fusillade était à la fois effrayante et captivante. Il s'agissait d'un rare aperçu de l'esprit de quelqu'un qui avait été au centre de l'un des crimes les plus infâmes de l'histoire du hip-hop. La série a permis à Keffe D de partager son point de vue, ce qu'il a fait avec un mélange de remords et de détachement. Il a reconnu la gravité de la situation, admettant « Je suis le seul vivant qui puisse vraiment vous raconter l'histoire de l'assassinat de Tupac ». Il a affirmé que sa décision de parler était motivée par sa lutte contre le cancer et son désir que la vérité soit connue. « Je n'ai plus rien à perdre », a-t-il déclaré. « Tout ce qui m'importe, c'est la vérité ». L'apparition de Keffe D dans Death Row Chronicles a ravivé l'intérêt du public pour l'affaire et a incité la police de Las Vegas à réexaminer les preuves. Le lieutenant Jason Johansson a confirmé que l'affaire restait ouverte et que les aveux de Keffe D dans la série avaient joué un rôle important dans son arrestation ultérieure. En 2019, Keffe D a publié ses mémoires Compton Street Legend, coécrites avec Yousef Ja. Le livre fournit un aperçu plus approfondi des événements entourant le meurtre de Tupac et de l'implication présumée de Keffe D. Dans ses mémoires, Keffe D développe les déclarations qu'il avait faites à la police et lors de ses interviews publiques, offrant un compte-rendu plus détaillé des événements choquants qui se sont déroulés lors de cette nuit fatidique. Selon Keffe D, les Southside Crips avaient un autre motif pour s'en prendre à Tupac. Quelques heures avant la fusillade, l'un des Southside Crips avait été attaqué par des associés de Death Row, prétendument en représailles au vol d'une chaîne de Death Row. Keffe D affirme que cet incident a intensifié leur désir de vengeance. Il a écrit « Lorsqu'on parlait d'une prime d'1 million de dollars sur la tête de Suge Knight et de Tupac Shakur, c'était du business. Mais après que Tupac, Suge et les négros de Death Row ont sauté sur mon neveu Baby Lane, la merde est devenue sinistrement personnelle. » Dans ses mémoires, Keffe D raconte qu'il a obtenu un Glock 40 d'un certain Zip associé au rappeur Foxy Brown. Il se souvient parfaitement du moment où Zip lui a tendu l'arme en lui disant « Il est temps d'aller chercher l'argent ». Le plan était d'assister à une after-party de Death Row au club 662 où Tupac devait se produire. Initialement, Keffe D avait l'intention de confronter Knight, qu'il connaissait depuis longtemps. Cependant, après avoir attendu 1h30 sans que ni Tupac ni Knight ne se présentent, Keffe D annule son plan. Il écrit « Heureusement pour eux, ils ne se sont jamais montrés, car cela aurait ressemblé au massacre de la Saint-Valentin d'Al Capone s'ils l'avaient fait. » Keffe D a montré peu de remords dans ses mémoires, parlant de la fusillade comme d'une autre journée au bureau et de la mort de Tupac comme d'un dommage collatéral. Il a écrit « Tupac a choisi le mauvais jeu à jouer et les mauvais négros avec qui jouer. » Après la publication de ses mémoires, Keffe D s'est entretenu avec DJ Vlad sur Vlad TV, apportant de nouveaux éclaircissements sur les événements entourant le meurtre de Tupac. L'interview a été l'occasion unique d'entendre le point de vue de Keffe D avec ses propres mots et de mettre en lumière les détails qu'il avait déjà partagés dans son livre. Au cours de l'interview, DJ Vlad a demandé à Keffe D plus d'informations sur la fusillade, dans l'espoir de découvrir de nouveaux détails. Cependant, Keffe D est resté sur ses gardes, répondant souvent par des variantes de « Let them read about it ». Il était clair qu'il ne voulait pas en révéler trop, peut-être parce qu'il voulait que les gens achètent ses mémoires. Lorsqu'on lui demande qui, dans la voiture, a tiré sur Tupac, Keffe D reste évasif et déclare « Je ne vais pas entrer dans les détails. Keep the streets, homie. »
Comme vous pouvez le constater, il y a trop de cas où Keffe D a facilité l'arrestation et l'inculpation par la police. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.